Comme d'habitude, aujourd'hui, on commence avec une wiki balade. Salut Anis, salut Nicky Larson. Et on avait fait Kamerling Onnes. Je sais pas si c'est Onnes ou Ons. Et aujourd'hui, on fait Max von Laue. C'est un néerlandais. Heike Kamerling Onnes. Onnes. Ça dépend de quelle origine provient son nom. Ouais, il est néerlandais. Heike Kamerling Onnes. Kamerling Onnes. On va rester là-dessus. Bon, ça, c'était la dernière fois, on l'a déjà fait. Avec la supraconductivité et la course au froid. Un jour, on en sera là. Ça se trouve, le moment où on va arriver à la fin, il y aura déjà le suivant, le 2023. Je sais plus quel mois de l'année ça tombe. Là, oui, c'est il n'y a pas si longtemps. Là, c'est en octobre, ok. Au rythme où on va, sachant que des fois, j'en ferai plusieurs par année, parce que plus ça va et plus il y en a par année, hein, quoi. Plus il y a de chances qu'il y en ait 3 par année. Ils font jamais plus que 3. Pas déconner non plus. Donc un néerlandais, là. Et un allemand, Max von Laue, Wilhelm Wien et Braun, et von Lennard, et Röntgen. Ouais, les Allemands, déjà, ils en ont pas mal, là, à cette époque. Je pense que d'ici mai, tu auras fini la liste. Oh non. Oh non, non, non. Ah non, parce que j'en fais 3 par semaine. Là, ça va, tu vois, il y en a un par an. Mais là, regarde, ça va commencer. Bon, Frank Hertz, c'est le même truc. Mais là, plus ça va, et plus. Après la Seconde Guerre mondiale, ça commence vraiment à être. Là, tu vois, il y en a deux, là, il y en a deux, là, il y en a trois, là, il y en a trois, 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 et après, ça s'arrête. C'est tout le temps 3 par 3. Alors, des fois, ils sont liés. C'est la même découverte, mais des fois, non. Donc, si on dit 2 en moyenne, je pense que c'est ça, hein, jusqu'à la fin. Il m'en reste 100 à faire, à peu près. Il me reste 100 années. Donc, entre 150 et 200 épisodes. Il reste 100 ans. Ouais, c'est ça, 150, 200 ans. 150, 200 épisodes. Allez, on va dire, on va être optimiste, 150 divisé par 3. J'en fais 3 par semaine. Ça fait 50 semaines, ça fait un an. Donc dans un an, j'aurai fini. Du coup, dans un an, il y aura le 2023. C'est dommage que Carl Sagan ne l'ait pas eu. C'est pas un scientifique, Carl Sagan, c'est un vulgarisateur. Je crois pas qu'il ait fait de recherche. Carl Sagan. Je sais pas s'il a fait. Il est très connu pour des travaux scientifiques. Voilà, il s'occupe des messages envoyés aux extraterrestres éventuellement, des sondes Voyager. Voilà, il parle des dangers de l'hiver nucléaire. C'est pas vraiment de la science, quoi. C'est plus de la politique. C'était surtout un excellent vulgarisateur. Il a dû publier des articles, hein, mais des articles scientifiques, mais c'était surtout un très bon narrateur. Et il est mort assez jeune, quoi, assez jeune, 62 ans, pas si vieux que ça. Où est-ce qu'il est? Là, Max von Laue. Pour sa découverte de la diffraction des rayons X par des cristaux. Donc on va surtout parler de rayons X, de diffraction et de cristallographie. Voilà, on va enchaîner là-dessus assez vite. J'ai vu que la fiche était courte. Il est élève à l'université de Strasbourg. Peut-être qu'à cette époque, Strasbourg, c'était en Allemagne. Entre 1880 et la Première Guerre mondiale, et 1918, je crois que c'est en Allemagne, l'Alsace. Française entre le milieu du XVIIe et 1870. Voilà, on la perd en 1870. Donc après la défaite de 70, l'Alsace, moins l'arrondissement de Belfort, aujourd'hui. Ah, c'est pour ça qu'il y a le territoire de Belfort aujourd'hui. Et une partie de la Lorraine, donc la Moselle, on dit Alsace-Lorraine, mais en fait c'est Alsace-Moselle, sont annexés à l'Empire allemand. Voilà, on voit que ça déborde un peu là. Les provinces perdues, tatata. Et pendant la Troisième République, c'est ça qui va faire monter les sentiments belliqueux envers les Allemands. Et voilà, à la fin de la Première Guerre mondiale, elle est annexée. Et à part la Seconde Guerre mondiale, c'est resté français. Je connais des Alsaciens qui disent, quand ils viennent dans d'autres départements français, ils disent on arrive en France. Voilà, donc, ils se sentent pas 100% français. Ils sont alsaciens, quoi. C'est comme les Bretons et les Corses, peut-être. Ok, après il retourne à Berlin, quoi, il va à Berlin, et il invente une méthode de mesure des longueurs d'onde des rayons X, dans laquelle un cristal est utilisé pour produire une diffraction. Pour ce travail, qui a aussi permis une étude fine de la structure des cristaux, méthode de Laue, hop, on va regarder ça, il reçoit le prix Nobel de physique en 1914. Sa découverte est à l'origine de toutes les méthodes d'analyse par diffraction, à l'aide de neutrons, de rayons X, d'électrons, ou de la lumière synchrotron. Le synchrotron, c'est des rayons X aussi, qui sont dus aux accélérations de particules. Le dispositif, on appelle ça un synchrotron, mais le rayonnement aussi, on appelle ça le rayonnement synchrotron.
Ça rayonne aussi c'est un rayonnement électromagnétique, donc ça peut être de l'ultraviolet aussi. Voilà, ça vient du fait qu'une charge accélérée, par exemple un électron, a tendance à rayonner de la lumière. Voilà, rayonnement synchrotron. C'est un rayonnement de courbure, un rayonnement électromagnétique émis par une particule chargée qui se déplace dans un champ magnétique. Donc le champ magnétique fait tourner la particule, et une particule qui tourne, c'est une particule qui accélère, et une charge qui accélère va forcément rayonner de la lumière. Pas forcément dans le visible, hein, c'est souvent des rayons X. Ah oui, il y a l'histoire de l'anecdote pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc il récupère sa médaille d'or du prix Nobel en 1914. Et il quitte l'Allemagne pour aller au Danemark. Et c'était interdit de faire sortir de l'or de l'Allemagne. Et donc il risquait d'avoir de gros problèmes, surtout pendant la Seconde Guerre mondiale où ça rigolait pas. Il y a un de ses potes, un chimiste, qui va récupérer sa médaille et la dissoudre avec de l'acide, de l'eau régale. Ça, c'est de l'acide nitrique, je crois. Voilà, c'est un mélange d'acide chlorhydrique et d'acide nitrique. Donc, il dissout la médaille et il met ça dans un récipient. Voilà, il met ça sur une étagère. Et donc, personne ne se rend compte que c'est de l'or qui a été dissous. Et après la guerre, il récupère le flacon qui n'a pas bougé et il refait précipiter l'or. Et la Fondation Nobel va refaire la médaille à partir de l'or de base, de la médaille de base. Donc la médaille a été dissoute et elle a été reformée. Voilà, les Allemands n'ont pas réussi à la récupérer. On va regarder vite fait l'article anglais, parce que celui-là est un peu... L'article en français est un peu léger. Et après, on ira voir la diffraction, tout ça. Voilà, il a travaillé aussi sur l'optique, donc la cristallo avec les rayons X, la théorie, la mécanique quantique, la supraconductivité et la relativité. Il est assez connu. On n'avait pas vu sa tête. Et la relativité aussi. Il a fait beaucoup de... C'était aussi un très bon enseignant qui faisait des cours de très très bonne qualité. Voilà, bon, ça c'est son histoire personnelle. J'essaie de voir s'il y a des... Voilà, il a étudié aussi les tubes à vide, donc les fameux tubes avec une anode et une cathode qui ont permis de découvrir les rayons cathodiques, donc les électrons, et qui plus tard seront les ancêtres des transistors, et donc de toute l'électronique moderne et des ordinateurs. Voilà, il met au point de la communication sans fil, un peu comme Marconi. Et voilà, c'était un professeur de physique théorique. Ses cours sont assez réputés, je les ai jamais... Je sais pas s'il y a des traductions, j'ai jamais mis la main dessus. Et il va... faire des travaux théoriques sur les supraconducteurs dont on a parlé la dernière fois, et ça va amener à la découverte de l'effet Meissner. Et je crois que Meissner, il a le prix Nobel pour ça, mais plus tard. Je devrais regarder ici directement. Et l'effet Meissner, c'est le fait que le champ magnétique est expulsé du supraconducteur, du métal quand il devient supraconducteur. Voilà, il a beaucoup publié sur la supraconductivité. Voilà l'histoire, l'anecdote. Peut-être que l'université où il a enseigné a conservé des cours. Ah non, mais les cours, ils doivent exister quelque part, même sur Internet. Hein. C'est juste que je les ai pas cherchés. Ok, c'est pas forcément ses travaux, ça. Donc on va regarder un peu. Donc l'eau régale, ça on a vu. La méthode de Lao, on va regarder ça. Donc c'est de la radiocristallographie. Donc on étudie les cristaux avec des ondes, des rayons X ou des ondes radio. Plutôt des rayons X. Hein. Non, c'est pas des ondes radio. Radio comme rayon plutôt. C'est pas des ondes radio. Ça consiste à recueillir le cliché de diffraction d'un faisceau de rayons X ou de neutrons par un cristal. Cette méthode, la plus ancienne des méthodes de diffraction, doit son nom à l'homme du jour, Max von Laue, qui obtint le prix Nobel de physique en 1914. Donc en gros, voilà le schéma. Vous avez un rayon X qui arrive sur le cristal, qui crée une sorte de figure ici, qu'on appelle une figure de diffraction, avec des points. Vous n'avez pas la lumière qui est répartie de manière uniforme sur l'écran, mais vous avez une sorte de structure. Et pour ceux qui connaissent, qui ont vu ça en mathématiques, cette structure, c'est la transformée de Fourier de la structure du cristal. Donc si vous comprenez ce qui se passe ici, par une opération mathématique, pas si compliquée que ça, vous arrivez à retrouver la disposition des atomes dans le cristal. Donc vous savez, un cristal, hein, ça peut avoir des structures différentes. Je vais vous montrer le cours que je donne. Rapidement, je vous fais pas un cours de cristallo. Mais en gros, voilà, vous avez des structures qui peuvent être... là, c'est le sel, par exemple. Le sel de table, hein, ça ressemble à ça. Vous avez le sodium et les atomes de chlorure et de sodium. Vous avez une maille ici avec des atomes qui sont sur les sommets du cube, ou sur les faces, ou sur les arêtes. Voilà, vous avez d'autres structures. Voilà, vous avez uniquement les sommets et les faces. Il n'y a rien sur les arêtes. Donc ça, c'est le réseau cubique face centrée. Celui-là, il s'appelle hexagonal compact. Voilà, vous avez celui-là, il est pile en dessous du centre du triangle ici. Le cubique centré, où les atomes sont uniquement sur les sommets du cube et au centre du cube, mais pas sur les faces. Voilà, vous avez différentes structures comme ça. Et donc, pour explorer ça, on fait de la diffraction.
on envoie des rayons X. Alors pourquoi des rayons X? C'est pas de la lumière visible, parce qu'il faut pouvoir sonder les toutes petites distances des cristaux, et donc il faut une toute petite longueur d'onde. Et vous connaissez sûrement le spectre électromagnétique. Le visible, c'est autour de entre 400 et 700 nanomètres, et ça c'est beaucoup trop gros. Voilà, vous avez les longueurs d'onde là. Le visible, c'est ça, c'est ces longueurs d'onde là. Sachant qu'un atome, et l'espace entre deux atomes dans un solide, c'est 0,1 nanomètre. Vous voyez, là, on est sur des échelles qui sont 1000 fois trop grandes. Donc, si vous voulez, je peux faire un petit schéma. Ouais, la distance est trop petite par rapport à la longueur d'onde. Vous avez un cristal avec des atomes qui sont assez resserrés comme ça. C'est un solide, hein, donc les atomes sont proches les uns des autres. Et vous essayez de récupérer de l'information là-dessus avec une longueur d'onde visible qui est énorme. Vous voyez, et encore là, il faudrait que j'exagère encore plus. C'est encore pire que ça. Donc ça, c'est une longueur d'onde de, je sais pas, 400 nanomètres. Même avec du bleu, c'est encore trop grand ça. Alors que là, vous avez typiquement 0,1 ou 0,2 nanomètres. Et donc, il faut des longueurs d'onde qui aient à peu près cette valeur-là. Et ça, bah, c'est les rayons X. Hop, vous regardez les rayons X là. On est entre 10 nanomètres et 5 millièmes de nanomètres, donc 5 picomètres. Donc voilà, là-dedans, dans les rayons X, il y a pile la bonne longueur d'onde pour explorer les cristaux. On avait parlé des rayons X, bien sûr. C'était ce qui a valu le tout premier prix Nobel de l'histoire à Röntgen. D'ailleurs, en Allemagne, ils n'appellent pas ça les rayons X, ils appellent ça les rayons Röntgen. C'est un peu dur à dire en français, donc on dit rayons X. Je pense que c'est un peu lié à ça. Pourquoi les rayons gamma sont dangereux? Alors, les rayons gamma, ils sont encore plus petits. Et plus la longueur d'onde est petite, et plus l'énergie transportée par un photon est importante. Et donc, les rayons gamma, ils transportent beaucoup d'énergie. Et ils transportent tellement d'énergie qu'ils vont abîmer la matière, qui vont abîmer les atomes. Ils vont provoquer des ionisations, donc ils vont arracher les électrons très facilement. Et ils peuvent même... ils ont des énergies. Je peux remettre ce que j'ai mis là. Je ne sais pas s'il y a les énergies là-dessus. Moi, si. Donc les rayons gamma, voilà, c'est toute petite longueur d'onde. Donc c'est une oscillation extrêmement rapide, avec une toute petite longueur d'onde. Donc beaucoup d'énergie. Et on voit qu'on est à des échelles qui sont quasiment de l'ordre des énergies du noyau et non pas des atomes. Donc c'est souvent des rayons qui sont émis par des phénomènes nucléaires, donc des phénomènes au niveau des noyaux qui se désintègrent, et pas des phénomènes chimiques. Les phénomènes chimiques, eux, ils vont plutôt rayonner dans le visible. Voilà, la chlorophylle, elle absorbe par des réactions chimiques. C'est une molécule qui va absorber la lumière visible. Là, vous êtes plutôt dans le domaine nucléaire. Donc, c'est pas de la chimie, c'est de la... Et donc, quand ça atteint la matière, ça va provoquer beaucoup de dégâts. Donc, la méthode permet de déterminer les structures cristallines, c'est ce qu'on a dit. Okay, on s'en sert encore pour orienter les monocristaux. Alors, un monocristal, c'est un cristal formé à partir d'un seul germe. Donc, il n'y a pas différents cristaux qui sont associés les uns aux autres, avec différentes orientations. Donc là, il n'y a qu'une seule orientation. Vous avez une seule symétrie pour le petit objet solide. Donc les rayons gamma peuvent provenir des étoiles ou d'une explosion nucléaire. Oui. Les étoiles, elles rayonnent surtout dans le visible, mais elles rayonnent aussi dans tout le spectre électromagnétique. Les rayons gamma, ils vont plutôt provenir à nous, ce qu'on reçoit nous. Ça vient plutôt soit de la radioactivité naturelle. Donc là, autour de vous, il y a des atomes radioactifs en très petit nombre, mais il y en a. Et donc, ils vont émettre des rayons gamma. Et ça vient aussi des rayons cosmiques. Donc, vous avez des électrons ou des protons qui viennent du fin fond de la galaxie à une vitesse faramineuse et qui vont taper sur une molécule de l'atmosphère. Et ça va créer une myriade d'autres particules, dont des rayons gamma. Voilà, ça se trouve des fois à l'état naturel, les monocristaux. Mais je pense que c'est surtout fabriqué maintenant artificiellement. Donc un monocristal, hein, vu que c'est la même structure, vous avez les directions de la maille que je vous ai montré là, qui restent la même tout le long de l'objet. Alors qu'un polycristal, là, vous avez plein de directions qui s'ajoutent dans tous les sens. Donc le polycristal, il n'a pas de direction, il est isotrope, donc il n'a pas de direction privilégiée. Alors que le monocristal, oui. Ensuite, l'invention des synchrotrons. On a parlé du rayonnement synchrotron, là, les photons qui sont émis parce qu'il y a des électrons qui tournent très vite. Ouvrit des possibilités nouvelles d'utilisation de la méthode de Laue. Voilà, on fabrique des rayons X de manière industrielle, entre guillemets, avec les synchrotrons. Voilà, on obtient en un temps très court une très grande quantité d'informations sans avoir à bouger l'échantillon. Voilà, le but, c'est de récupérer un maximum d'informations du cristal.
Donc au début, on utilise des tubes à rayons X. Voilà, je vous en parlais un petit peu là. Donc ça sert à faire de la radiographie aussi. Mais voilà, à l'époque, c'était pour faire la cristallographie au rayon X. Bah tiens, on peut la regarder ça. Ok, donc ça, c'est les figures de diffraction d'une molécule, la protéase. Voilà, ça ressemble à ça. Une petite molécule. Et en faisant la diffraction, on arrive à trouver la structure de la molécule. Là, vous imaginez bien, on n'arrive pas à observer la molécule directement au microscope. Il faut trouver des méthodes indirectes. Okay. Donc il y a des interférences et de la diffusion sur les matériaux qui ne sont pas des cristaux. Voilà, donc c'est ce que je vous disais. On mesure les angles dans la figure de diffraction et on en déduit la structure de la maille cristalline. Voilà, ça c'est la théorie de la diffraction. On peut faire ça sur des poudres plutôt que sur des cristaux. Voilà, on récupère ce genre de figure là, je sais pas où je l'ai vu. Voilà, avec des pics à des angles de diffraction différents. Donc la lumière, vous avez l'échantillon qui est comme ça. Vous envoyez une certaine longueur d'onde. Et par rapport au trajet du rayon qui irait tout droit, il a un certain angle de sortie, un angle θ. Et en fait, toujours aux mêmes angles, on va avoir la même la lumière qui apparaît. Et donc, il y a certains pics en fonction de l'angle. Là, vous voyez, à 10 degrés, il y a un pic. À 5 degrés, il y a un gros pic. Et ça vous permet de connaître la structure du cristal. Et pour émettre ces rayons X, voilà, on utilise ça, des tubes à rayons X. On mettait une tension importante, tension électrique importante. Il y a un courant d'électrons qui se forme. Les électrons sont freinés par les atomes de la cible. Et des électrons qui sont freinés, ils subissent une accélération négative. Et donc, encore une fois, ils vont rayonner dans le domaine des rayons X. On appelle ça le Bremsstrahlung. Souvent, on ne traduit pas le mot. En anglais, ils disent aussi Bremsstrahlung. Donc voilà, dès qu'un électron est accéléré, par exemple, si sa vitesse change de direction, il va émettre de la lumière, et donc des rayons X. Voilà le principe. Voilà, on retrouve encore une fois les tubes dans lesquels... Un tube en verre dans lequel on fait du vide, et au bord duquel on met une tension électrique. Et voilà, cette petite expérience-là, elle a permis de faire énormément de choses. C'est à la base des transistors. Les transistors, les ancêtres des transistors, c'est ça, c'est des tubes comme ça. Ça a permis de découvrir les électrons, ça a permis de comprendre la structure des atomes. Voilà, on a compris énormément de choses sur la nature et on a eu un développement technologique énorme au XXe siècle avec les ordinateurs, à partir de cette simple expérience de prendre un tube en verre, de faire le vide dedans et de mettre une tension électrique avec une cathode et une anode. Voilà, ça c'est un peu le même principe. Voilà, les tubes de Crookes, tout ça, j'en ai déjà parlé. Tout ça, j'en parle un peu en détail dans une vieille vidéo où je parle de la découverte des électrons. Voilà, celle-là, là. La découverte des électrons. Voilà, on voit borne, cathode, anode. Voilà, c'est toujours le même principe. Voilà, là, vous avez des figures de diffraction. Donc ça, c'est la figure de diffraction d'un trou circulaire. Ça, d'un trou carré. Donc, hein, si vous avez un écran, vous mettez un trou carré dans l'écran, tout petit, qui est à peu près du même ordre de grandeur, de la même taille que la lumière qui arrive. Et ça va diffracter dans d'autres directions. Et derrière, vous mettez un autre écran et vous voyez une certaine figure qui ressemble à ce que je vous ai montré là. Vous voyez ça. Donc si on voit ça, on sait que c'est un carré. Si on voit ça, on sait que c'est un rond. Voilà, il y a une fonction mathématique qui permet de revenir à la structure de l'objet qui a été étudié. Voilà, donc tout ça, ça a été développé grâce à Max von Laue. Voilà, on voit encore une figure de diffraction là. On voit bien la partie discrète. Il y a certains angles seulement sur lesquels on détecte de la lumière. Et sur ces angles, il y a certains points seulement aussi. Et après, voilà, vous avez toute une théorie pour retrouver le cristal à partir de ça. Voilà pour Max von Laue. Et voilà pour la Wikibalade.